Mais maintenant, au-delà du vice-président de la République, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, qui s'est dédié quasiment pas, est venu à la télé au cours d'un discours à annoncer l'imminence d'un gouvernement. Il n'est pas toujours là. Vous n'avez pas les mêmes repères temporels et les mêmes repères stratégiques que le président. Ce n'est pas moi qui parle. Non, mais moi, je répercute les questions du peuple. Il n'y a pas de souci. J'y réponds. Allez-y. Vous n'avez pas les mêmes repères temporels ni les mêmes repères stratégiques que le président Paul Biya. Qu'est-ce que ça signifie? Les premières annonces ont été faites au moment de la prestation de serment, n'est-ce pas? Oui. Elles ont été renouvelées au moment des vœux du président de la République à la nation, n'est-ce pas? Voilà. Mais il y a un élément nouveau qui peut vous permettre de comprendre pourquoi ça prend plus de temps, même si le chef d'État a formellement annoncé un gouvernement. On a modifié la Constitution et on a introduit un poste de vice-président. Et contrairement, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas parce qu'on fait de la politique en pratique qu'on ne doit pas être équipé intellectuellement. Un chef politique doit être équipé intellectuellement. Si lui-même ne l'est pas individuellement, il doit être entouré de gens qui sont équipés intellectuellement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le vice-président n'est pas ce qu'on en a dit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aura aucune importance. Ah, d'accord. Le vice-président est très important dans une perspective stratégique. C'est pour ça que tant qu'il n'est pas nommé, il n'y aura pas de gouvernement. Non, ce n'est pas que tant qu'il n'est pas nommé, il n'y aura pas de gouvernement. C'est que comme on a fait cette réforme, ça peut signifier que la mise en place de la dynamique qui va conduire au gouvernement prendra plus de temps. Vous comprenez? Oui. Et si vous prenez d'autres points, mais bon, reste à savoir s'il faut tout clarifier. Allez-y, allez-y. Si vous prenez d'autres points, quel point? Vous voyez bien que c'est une manœuvre stratégique. C'est-à-dire, on a modifié des textes, par exemple, pour pouvoir régulariser la conduite des élections municipales. N'est-ce pas? Ça peut vouloir dire que dans la recherche de la consolidation du mandat acquis par le président, il a besoin de beaucoup d'instruments. Combien de temps il faut pour ça? C'est lui qui, malheureusement pour ceux qui sont pressés, c'est le président de la République qui apprécie. C'est pas nous. Et en même temps, c'est lui qui gère les contraintes qui peuvent venir du fait que, après avoir promis qu'il y ait un gouvernement, le gouvernement n'arrive pas, mais simplement pour se prononcer strictement là-dessus, il faut savoir ce qu'il s'est donné comme horizon de temps. Celui qui a les clés en main. Oui. Mandat des jeunes et des femmes. Oui. Vous y attendez quelque chose? Bien entendu. C'est un engagement qui a été pris et c'est un engagement qui doit être matérialisé pour que le président manifeste sa crédibilité. Je parle de vous particulièrement. Est-ce que vous attendez quelque chose Pourquoi vous voulez que j'attende quelque chose? Et même si j'attendais quelque chose, vous pensez que je suis naïf pour vous le dire? Vous pensez seulement que je peux tomber dans de tels pièges, monsieur Obama? Vous êtes jeune. Non, moi je ne me considère pas comme jeune. Ah, vous êtes vieux alors? Je suis un jeune vieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas jeune. J'ai 57 ans, je ne suis pas jeune. Vous n'êtes plus jeune alors? Je ne suis plus jeune. Je suis un jeune vieux. Vous êtes exclu, vous vous excluez dans le mandat des jeunes et des femmes? Mais qui a dit que parce qu'on a dit que c'est le mandat des jeunes et des femmes, on n'aura besoin que de jeunes et de femmes? Dans quel intervalle vous mettez les jeunes? Parce que le ministre Femme nous a dit à la télé que, sa carte appelle toujours petit. Oui, bon, ça peut se comprendre que Satan l'appelle mon bébé. Comme mon bébé, voilà, mon bébé. Si vous avez, par exemple, 100 ans et que vous avez eu votre premier fils à 23 ans, il aura beau avoir 77 ans, on va dire que toi, tu es un enfant. Alors qu'en fait, concrètement, c'est déjà un senior. Vous vous voyez dans le prochain gouvernement? Qu'est-ce que moi j'en sais? C'est pas moi qui décide. Vous souhaitez y être? Qu'est-ce que j'en sais? Si on vous fait la proposition?
Qu'est-ce que j'en sais? Prof, en début d'émission, vous m'avez dit que vous n'allez pas... Mais est-ce que c'est un tabou? J'ai répondu à votre question. Vous voulez que je me mette dans quoi? Dans une poursuite de demandeurs? Si le chef de l'État vous consulte le sujet du vice-président de la République, il y a des noms qui circulent. Est-ce que vous avez une petite idée là-dessus? Quel est le vice-président, selon vous, qui peut être à même d'accompagner le chef de l'État dans le mandat actuel? Ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire du président de la République qui va, vous êtes un intellectuel qui va décider. Vous êtes un intellectuel, vous donnez votre avis qui peut éclairer le chef de l'État. Si je lui donne mon avis, pourquoi vous voudriez que mon avis soit public? Mais prof, vous parlez à la télé chaque dimanche. Mais je ne suis pas obligé pour l'avis de le donner en public. Vous avez peur de heurter? Ce n'est pas un problème de heurter, c'est un problème de choix. Stratégique? Oui. Votre stratégie personnelle alors? Je n'en sais rien si c'est personnel ou pas. Je ne sais même pas si je suis capable de stratégie personnelle. Vous pensez que j'ai cette intelligence? Parlons de la célébration de l'unité, la fête de l'unité nationale qui est prévue mardi prochain, mais avant tout, évoquons quelques figures, puisqu'on vous a invité aujourd'hui. Oui. Il y a une émission qui a été faite sur une autre antenne, oui, qui a connu un succès. On a de nombreuses personnes et des personnalités qui nous demandent où est passée l'émission. Elle a été supprimée sur YouTube. J'ai estimé qu'il était peut-être judiciaire que vous reveniez aujourd'hui pour expliquer au Cameroun. Mais vous avez vu sur votre page en question que ça a été très contesté. En tout cas, contesté par ça. Oui, mais vous savez, on peut contester, mais il y a quand même des intellectuels au Cameroun qui ont une certaine légitimité. C'est que vous dites et vérifiez, parce que moi-même aussi, je suis allé vérifier en ce moment. Allons-y, vous allez voir. Alors, pour le 15 mai dernier, oui, c'était un anniversaire important. Ça vous dit quelque chose? Le 15 mai 1957. André-Marie Mbila. Est-ce que vous comprenez que ce moment-là passe sous silence au Cameroun? André-Marie Mbila a été le premier ministre du Cameroun indépendant, oui, on peut le dire ici, indépendant entre parenthèses. Autonome. Autonome, si vous voulez. Autonome interne. Oui, l'autonomie interne. Du 15 mai 59 au 18 février 58. Comment expliquer que quand nous sommes pratiquement à 5 jours de la célébration de la fête nationale, qu'il n'y ait pas une évocation de sa mémoire, de sa vie, de sa personnalité, bien au-delà que toutes les activités prévues pour cela par sa formation politique, le PDC, subissent parfois des injustices, annulation par-ci, annulation par-là, que cela ne soit même pas évoqué par les voix officielles, notamment la télévision et la radio publique. Oui, les sociétés de ce point de vue se construisent lentement, surtout quand dans leur phase fondatrice il y a eu des conflits. L'un des problèmes que la République du Cameroun a encore, c'est qu'elle ne peut pas encore assumer de manière complète et de manière détachée les conditions de sa fondation. Parce que cette fondation s'est faite dans un conflit profond. Un conflit entre les sujets... La République ne peut pas encore assumer. Attendez, oui. C'est parce que vous avez dit la République ne peut pas encore assumer. Je dis que... Elle ne peut pas ou elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Mais elle peut. Je dis qu'elle ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on organise? Laissez-moi parler. C'est parce qu'après, on va peut-être passer là-dessus. Mais quand vous dites la République ne peut pas... Elle ne peut pas. Mais moi, je pense je vais vous prendre un exemple. Allez-y. Il y a une polémique, par exemple, sur Ernest Ouandié, qui montre que la République ne peut pas encore assumer. Les déclarations de Limbi Lobé? Oui, ça montre que la République ne peut pas assumer parce que les gens sont extrêmement clivés sur la lecture qu'ils font de ces péripéties historiques. Il y a là une vérité complexe qui est multiple. Qu'est-ce que je veux dire? Ernest Ouandié, qui est l'un des derniers chefs historiques de l'Union des populations du Cameroun, a été le commandant en chef de l'ALNK, l'un des groupes militaires de l'UPC. Et à ce titre, il a assumé la direction de ce groupe politico-militaire. Et il faut savoir qu'effectivement, dans la conduite des opérations de ce groupe politico-militaire, il y a eu de la violence, il y a eu de l'arbitraire, il y a eu des exactions. Si M. Limbi Lobé le dit à sa manière, ça ne signifie pas que ce que M. Limbi Lobé dit soit faux. Mais ceux qui ont donc un positionnement favorable à l'UPC
ne veulent pas entendre des choses qui sont pourtant fondées dans les faits. Si vous faites une histoire, une enquête historique sur la conduite des opérations de l'ELNK dans ce qu'on appelle aujourd'hui le MBAM, et particulièrement ce qu'on appelle administrativement aujourd'hui le MBAM et Inubu, particulièrement les terroirs Banen. Si vous faites une enquête dans le Nkam et surtout dans le Mungo, une bonne partie de ce que M. Elim Bilobe dit, c'est la vérité. De la même manière que dans le conflit... Je voulais qu'on puisse... Attendez. Vous avez posé un problème. Je vous prends donc un exemple qui vous montre que pour l'instant là, on n'est pas encore capable d'assumer toute l'histoire. Quand je dis on, c'est l'ensemble qui constitue la communauté. Parce que là, sur ces questions, il n'y a pas... Ce n'est pas une simple affaire du gouvernement. L'histoire politique du Cameroun... Pour André Marim Bida... Attendez. C'est le gouvernement qui peut décider. Non, mais ce que vous oubliez, vous parlez d'André Marim Bida. Oui. André Marim Bida a perdu le pouvoir le 18 février 1958. Oui. Il est donc rentré dans l'opposition. Et comme vous parlez d'histoire, il faut savoir qu'André Marim Bida a été arrêté en 62 et mis en prison dans ce qu'on a appelé la crise politique de 62 que j'ai étudié de manière spécifique dans un de mes articles. On ne peut pas les célébrer. Attendez. Donc, il est entré en prison, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, il faut savoir, quoi qu'on en dise, qu'il y a une continuité historique. C'est-à-dire que les forces politiques qui gouvernent le Cameroun dans ce qu'on appelle, disons, le système RDPC, sont issus de la matrice de l'UNC, même s'il y a eu des évolutions et des luttes de pouvoir liées à la succession entre le président Idjo et le président Biya. N'est-ce pas? Donc, politiquement, ce ne sont pas des forces favorables au groupe politique de M. Bida. Donc, si je comprends bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que le RDPC est le prolongement de l'UNC et que le PDC de M. Bida a été en face du RDP de l'UNC, on ne peut pas célébrer quelqu'un qui a joué un rôle important dans la libération du Cameroun. Pour résumer l'affaire... Est-ce que la célébration d'André... Attendez, pour résumer l'affaire, je vous ai pris deux exemples différents. Il y a un exemple qui concerne l'UPC et la perception qu'on a un de ses chefs historiques qui est Ernest Ouandié, n'est-ce pas? Et puis il y a un autre exemple qui est venu de ce que vous avez dit, qui est l'exemple du Premier ministre Bida, n'est-ce pas? Qui montre que ce que certains appellent le contentieux historique au sein de l'UPC est loin d'être terminé. Et ça, c'est le contenu interne de ce contentieux historique, parce qu'il y a maintenant un contenu externe, c'est-à-dire la relation entre le Cameroun et la France. C'est la France qui bloque, donc on puisse... Non, je n'ai pas dit que c'est la France qui bloque. Je n'ai pas dit que c'est la France qui bloque. Ce que je dis... Au-delà des positions du pouvoir en place, du peuple, pour parler comme vous, personnellement, est-ce que vous pensez que le André Marim Bida mérite d'être célébré par les Camerounais chaque 15 mai 1950, moi, je suis qui? En sa qualité de Premier ministre du Cameroun autonome? Qui suis-je? Est-ce que vous me prenez au sérieux? Si je vous prends au sérieux, la preuve c'est que vous êtes invité à l'émission aujourd'hui. Je veux écouter votre avis. Donc mon avis personnel importe peu, monsieur. Ah, vous le mettez en parenthèse? Oui, il importe peu. Stratégie? Si vous voulez. Ernest Ouandié, c'est un héros ou un bandit, pour parler comme Elim Bilobe? Vous savez, la lutte armée, ce n'est pas une partie de plaisir, hein, monsieur. Héros ou bandit? Je dis, il peut être héros et bandit en même temps. Il est quoi? Il est les deux, monsieur. On ne peut pas être les deux. On peut être les deux. Comment ça? On ne peut pas être blanc et noir. Attendez, il est les deux. Mais maintenant, l'affaire n'est pas aussi simple que vous croyez. Les perceptions sont fonction des positions et des dispositions qu'on a. Vous n'allez pas dire à un fils d'Elanguet. Delangue, c'est un député qui a été tué par les partisans de l'UPC. Que l'UPC, c'est une force de libération. Il va vous dire, mais vous parlez de quoi? Ce sont des bandits criminels. Dont les positions et les dispositions qu'on a ne sont pas neutres. Elles sont
préciser dans l'espace politique, l'espace social et l'espace idéologique. Les questions ne sont pas aussi simplement tranchées. Quand je dis que c'est un bandit, entre guillemets, mais l'ALNK a fait des exactions. Les exactions de l'ALNK ne sont pas des inventions. Parce que l'ALNK a choisi la voie de la lutte armée. Est-ce que vous pouvez choisir la voie de la lutte armée et vous n'utilisez pas la violence? Et vous allez dire donc que votre violence là, elle est légitime parce que vous voulez libérer le pays. Mais vous faites aussi des dégâts quand vous choisissez la voie de la lutte armée. Maintenant, le rôle historique de l'UPC dans le processus de décolonisation du Cameroun ne peut pas non plus être contesté. C'est-à-dire que dans la logique qui conduit à la recherche de la souveraineté, l'UPC pèse de manière déterminante, même si l'UPC n'a pas pu bénéficier de la prise de pouvoir. L'UPC a déterminé même le cheminement historique du Cameroun. Ok, d'accord. Il y a cette question qui revient. Anissé Kane, certains le considèrent désormais comme un héros, au même titre qu'Ernest Ouandié, Omniobe et tous qui se sont battus pour la libération du Cameroun. Est-ce que là au moins on peut espérer avoir votre avis? Encore une fois, c'est une question de positionnement. Certains vont le considérer comme un héros et d'autres vont le considérer comme en fait quelqu'un qui n'est pas un héros. Ça dépend de la position idéologique, de la position politique et de la position sociale que vous avez. Vous savez qu'il y a des gens qui considèrent que ceux qui luttent contre l'État du Cameroun, dans ce qu'on appelle commodément le Nozo, c'est-à-dire les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ceux qui s'appellent eux-mêmes les Ambazoniens, il y en a qui les considèrent comme des héros, non? Vous serez d'accord avec eux? C'est fonction des positions qu'on a. Et pour vous? Ce ne sont pas des héros. Kane, parce que moi, dans mon ontologie, il n'est pas un héros pour celui qui considère que les institutions sont fondées. Okay. C'est une affaire d'ontologie et d'idéologie politique. Ce n'est pas une affaire de choix objectif, monsieur. D'accord. C'est une affaire qui est essentiellement sentimentale et humorale. On va peut-être prendre une respiration à la régie parce que là, on vient d'achever la première partie de l'émission qui est peut-être une interview contradictoire. Là, on va entrer dans l'interview démonstrative parce que là, c'est vous qui avez le savoir. Pourquoi vous me conduisez dans la contradiction? Qu'est-ce que je vous ai fait? On a un problème? Non, mais ce sont des sujets d'actualité qu'on évoque. Donc, on prend une respiration à la régie et nous parlons des origines de notre pays, le Cameroun. D'où venons-nous réellement? Il y a de nombreuses questions qui ont été envoyées par les téléspectateurs à travers le numéro qui leur a été communiqué en journée. Il y a d'autres qui envoient des questions sur le numéro qui est à l'antenne actuellement. Et il y a d'autres qui estiment que le professeur Mathias Eric Ouonanguini, politologue, n'a pas la légitimité pour parler de la marche de l'histoire du Cameroun. Ce n'est pas la première fois, vous-même vous me l'avez dit en off, qu'il y a des contestataires. Ce sont des ignorants. D'accord. Ils ignorent votre... Ce sont de purs ignorants. Mathias Eric Ouonanguini a la chance d'être extrêmement polyvalent par sa formation permanente et sa formation initiale. Au point de... Je ne veux pas décliner tout mon CV. J'ai fait des études de droit. J'entends certains qui disent que je ne suis pas juriste. Je ne sais pas pour eux ce qu'on appelle être juriste. Pour les études de droit, j'ai fait tout le droit public, droit constitutionnel, finances publiques, droit administratif, droit international public. J'ai fait le droit privé, droit civil des biens, droit civil des personnes, droit social, droit pénal. J'ai fait la philosophie du droit. J'ai fait l'introduction au droit. Et de par mes intérêts personnels, je fais de la théorie du droit. J'ai fait des études de sciences politiques et moi j'ai étudié à moi seul 3 types de sciences politiques différentes.
j'ai fait des études africaines. Et dans les études africaines, la composante anthropologique est très importante. Mes connaissances sur l'anthropologie africaine ne concernent pas que le Cameroun. Et puis vous ne pouvez pas savoir ce que je fais, ce n'est pas parce que je ne parle pas. Bon, allons-y dans le fond, on verra. D'accord. Je rappelle que ceux qui nous suivent sur la toile, Abdel, posez vos questions, on les attend en direct, tout comme Isaac Junior qui estime que le prof est très profond. Je rappelle que notre émission, la dernière fois, a été suscitée par un commentaire que j'ai fait dans une des émissions où je disais que dans l'Égypte ancien, la maison s'appelait Da. Chez nous, au Cameroun, chez les Bassa, la maison c'est Ndap. Chez les Bétis, la maison c'est Nda. Et qu'il y a là les traces de l'Égypte pharaonique dans la plupart des langues camerounaises et dans la plupart des langues africaines. Et c'est là que vous m'avez démontré au cours d'une émission, même en dehors, qu'il y a des liens entre la plupart des tribus au Cameroun. Comment cela est possible? Ce que nous appelons le Cameroun est une communauté politique et sociale qui est inscrite dans un espace. Cet espace, c'est ce qu'on appelle l'Afrique centrale. Et le Cameroun est au croisement de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale. Du point de vue géographique, c'est un pays qui est étiré. C'est-à-dire que du point de vue de son écologique, vous avez là une synthèse de la plupart des paysages et des climats que vous avez sur tout le continent africain. Voilà pourquoi le nom commode que nous nous sommes donné, le continent, même s'il peut énerver d'autres Africains, a du sens. Le Cameroun est donc au croisement. Et c'est donc une terre qui a été marquée par des mouvements permanents des communautés humaines vivant sur le continent africain qui ont traversé, qui y sont restés, qui en sont partis et d'autres qui sont même revenus. C'est un pays qui est au croisement. Et cela peut se vérifier dans ce qu'on pourrait appeler son anthropologie physique. Du point de vue des types humains, vous avez au Cameroun une variété importante. Vous avez des Camerounais, vous les mettez en Éthiopie. C'est quand ils vont parler qu'on saura que ce ne sont pas des Éthiopiens. Du point de vue physique, ils ressemblent à des Éthiopiens ou à des Somaliens ou à des Djiboutiens. Vous avez des Camerounais qui ont un type physique que vous trouvez dans le Soudan du Sud. Vous les mettez là-bas, on ne saura pas que ce ne sont pas des Sud-Soudanais. Vous avez des Camerounais qui ont le type sénégalais, encore que le type sénégalais est lié au type du Soudan du Sud, parce que les groupes qui vont constituer aujourd'hui les communautés sénégalaises, une bonne partie sont venus du Soudan, et particulièrement du Soudan du Sud. Vous avez des Camerounais donc, qui ont une grande variété en termes de morphotype. C'est donc l'expression de la diversité, c'est aussi l'expression des croisements. Donc, quand on veut évaluer la structure identitaire et communautaire du Cameroun, il faut être conscient de cela. Voilà pourquoi, en termes d'attitude, même si ce n'est pas absolu, les Camerounais sont très ouverts à l'étranger par rapport à beaucoup d'autres pays africains. Parce qu'eux-mêmes sont le produit de plusieurs mélanges. Et ces mélanges-là se manifestent dans cette variété de morphotypes. Ça, c'est pour les morphotypes. Cette variété se manifeste aussi dans les sémiotypes, particulièrement les langues. Ça veut dire que si vous prenez la géographie des langues africaines, selon des critères établis par au moins la linguistique conventionnelle, vous avez sur à peu près 5 ou 6 grands groupes linguistiques, vous en avez au moins 3 ou 4 au Cameroun. C'est-à-dire vous avez des Camerounais qui sont, comme on dit, des Bantous. Vous avez des Camerounais qui sont, comme on dit, des Oubanguiens. Vous avez des Camerounais qui, comme on dit, sont des Nilo-Sahariens, ainsi de suite. C'est donc un pays d'une grande diversité, mais en même temps aussi de mélange permanent. Et ces mélanges, ne les considérez pas simplement au niveau du Cameroun, il faut toujours les considérer en prenant en compte les pays voisins, que ce soit le Nigeria, que ce soit le Niger,
qui est bien un des voisins du Cameroun, par le lac Tchad, que ce soit le Tchad, que ce soit la République centrafricaine, que ce soit le Congo dit Brazzaville, que ce soit le Gabon, que ce soit la Guinée équatoriale. Qu'est-ce qui explique, par exemple, qu'on retrouve des noms, je dirais pas similaires, mais qui ont une forte proximité ou ressemblance dans des aires géographiques différentes? Je prendrai le cas celui qu'on appelle... De votre nom? Oui, mais mon nom est bon. Mais vous pouvez le prendre, c'est un exemple comme un autre. Il y a les Obama dans le centre, dans le sud. Oui, mais ça, c'est pas une surprise. Et au-delà, en Guinée équatoriale, au Kenya, il y en a partout, mais je pense que mon exemple, les gens ont fait des recherches longuement sur le sujet, sauf si vous voulez dire un mot là-dessus. Mais il y a le cas, par exemple, de Atanga. Oui. Comme Atanga Ndi, qui est de Bamenda. Oui. Et on a les Atanga à Yaoundé, dans le centre. Il y a les sommets au littoral. Il y a des sommets dans le centre, à Bafia, par exemple. Il y a des sommets. Il y a beaucoup de noms comme ça. Et ça vous surprend? Mais oui, mais on veut comprendre. Non, il n'y a pas de surprise. Ce qu'il faut savoir, si on devait parler de la structuration anthropologique du Cameroun, au-delà de son positionnement africain, à l'intérieur du Cameroun, on peut dire qu'il y a à peu près deux zones pour simplifier. Il y a le Cameroun du Nord et le Cameroun du Sud. Mais le Cameroun du Nord et le Cameroun du Sud ne sont pas cloisonnés. Il y a eu des échanges en permanence entre les deux. Qu'il y ait des Atanga au nord-ouest et qu'il y ait des Atanga au centre n'est pas surprenant. Parce que dans le nord-ouest, il y a des souches Tikar. Et dans une partie de la composition des communautés qui existent, par exemple, dans le centre et le sud, par exemple, ce qu'on appelle les Ekans, il y a une forte composante Tikar. Pourquoi vous êtes donc surpris? Il y a des Ekans, il y a des Tikar dans les... Mais bien sûr. Où? Mais les Tingas, c'est quoi? Les Tingas sont des Tikar. Et les Tikar, c'est qui? Les Tikar, ce sont des Mboum qui ont quitté la Damawa et sont allés en direction des autres parties de ce qui est aujourd'hui le Cameroun, dans ce qu'on appelle le nord-ouest, dans ce qu'on appelle le Mbam, après le Mbam, la Lekié, le Mfundi et tout le reste. Il y a une composante Tikar, c'est-à-dire ceux qui forment une partie, ce qu'on appelle notamment les Beti, ont des origines Tikar. Et ces Tikars-là, quand ils arrivent, ils se mélangent avec les populations qu'ils trouvent. Et ça forme donc un autre repère, ce qu'on appelle les Atis ou les Vakis. Et il n'y a pas que les Tikars qui forment ces Vakis. Il y a aussi les Voutés qui sont très présents dans le centre-nord, la Damawa notamment. Et vous avez vu, par exemple, dans les composantes de ce qu'on appelle les Ewondo, il y a des groupes qui ont des origines voûtées, notamment ce qu'on appelle les Mbarkwana. Ils ont des origines voûtées claires, ça, et ils le savent. Ici, ça. Ils ont des origines claires. Les Mvok Nama, les Mvok Dobo ont des origines... non, voûtées spécifiquement. Mais les voûtées viennent d'où? Mais les voûtées viennent du centre-nord, c'est-à-dire en gros de ce qu'on appelle aujourd'hui la Damawa. Et une petite partie du nord. Donc ils ne sont pas des autochtones? Autochtones, ils sont des autochtones là où ils sont aujourd'hui. Mais c'était et ils font partie des groupes qui se disent autochtones. Parce que l'autochtonie, c'est une construction dans le temps et c'est aussi une reconstruction. Les autochtones d'hier ne sont pas les autochtones de demain. Donc les Mboum qui viennent donc de la Damawa, avec ce qu'on appelle les Barishamba ou les Balishamba, vont descendre en direction du Mbam et aller également du côté de l'ouest. Et quand vous étudiez la structuration de ce qu'on appelle les Mbo, il y a des Mboum, les Diboum que vous voyez au sein d'une Kam ou du Mungo, les Mboum qui sont toujours les Diboum, vont jusque dans la construction du groupe Fang comme élément spécifique du groupe dit Ekan. C'est-à-dire que chez les Fang, vous avez des clans Mboum
qui ont ses origines Mboum. Et vous avez des convergences entre une partie de ce qu'on appelle les Mbo, par exemple avec des éléments du groupe Ekan. Par exemple, du littoral. Oui, par exemple, les Yom Yoma qu'on trouve chez les Boulous sont les parents des Diboum, qui sont pourtant considérés comme des Mbo, ou dans une moindre mesure comme des Mpo. Donc, l'élément fondamental dans la construction des groupes, ce n'est même pas l'élément ethnique, tribal, c'est l'élément clanique. Vous avez des clans qui appartiennent à plusieurs groupes à la fois. Vous irez chez ce qu'on appelle les Vakbe, c'est-à-dire les Bakweri. Vous allez trouver, et même chez les Issoubu qui sont en fait, si on peut dire ça, une partie des Douala, vous allez trouver un clan qu'on appelle Essa Senga. Essa Senga, vous les retrouvez chez les Fang, on les appelle Essesun, c'est le même groupe. Donc, prenons un registre un peu plus spécifique. Vous êtes Yotulu, n'est-ce pas? Yotulu. Voilà, vous êtes Yotulu, n'est-ce pas? Les Yotulu font partie d'un grand groupe. En fait, le grand groupe, c'est les Yemendim. Les Yemendim, dans les Yemendim, il y a les Yomvan, il y a les Yototan, qui sont dans les Etoudi, qui sont les Yotulu, qui sont les Etundu, qui sont les Essatot, chez les femmes. Si vous dites comme ça, les gens ne comprennent pas. Hein. Ils ne comprennent pas quoi. Parce que Yetulu, c'est dans le centre, mais dans le département. Mais c'est le même clan. C'est pas parce que le nom change. Non, je comprends. Voilà. Je suis d'accord avec vous, mais ça permet aux gens de comprendre que les Yetulu dans le centre, mais chez les Mveleux. Chez les Mveleux, on les appelle Etoudi. Yetotan. Yetotan. Chez les Boulous. Voilà. On les appelle Essatot aussi. Chez les Bafia. Etundu, chez les Banen. C'est chez les Banen. Vous avez par exemple les Esseux. Les Esseux qui sont chez les Mveleux, on les appelle Esseux, qui sont les Esselés chez les Étones, qui sont les Ndoxènes chez les Bassars, qui sont les Essereux chez les Vaki, c'est-à-dire les Sanaga, qui sont les Gesselés chez les Yambassa, qui sont les Essakotan chez les Ntumu, qu'ils soient du Gabon, de Guinée équatoriale, du Cameroun. Et les Yemendim, c'est qui? Dans le grand groupe, les Yemendim, ce sont les Mvimou, c'est-à-dire les Badjoué. Hein? C'est pour ça que de temps en temps, il y a des choses que notre ami Armand Okol qui dit, qui ne sont pas complètes du point de vue anthropologique. Par exemple, dans la composition des Ekans, ce qu'on appelle les Fang, la souche dominante est Maka. Les Ekans sont les Maka. Les Fang, spécifiquement, oui, sont Maka, Mpo, c'est-à-dire Bakoko. Les Ati, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Beti au Gabon. On les appelle autrement Atié, on les appelle Beti Befang, on les appelle Beti Kwalo. Mais Beti Benanga, c'est quoi alors? Non, Beti Benanga, c'est un groupe qui intègre ces Beti-là dans un groupe plus large où il y a ce qu'on appelle les Eton Beti. Vous avez les Zewondo Beti, parce qu'il y a même les Zewondo Fang. Vous avez les Beneux, vous avez les Mveleux. Encore que le Mveleux, justement, c'est la preuve, contrairement à ce que certains racontent, qu'il y a bien un chaînage qui relie les Fang aux Beti. Parce que les Mveleux sont essentiellement Fang. Mais quand on fait les classifications aujourd'hui, on les considère comme des Beti. Parce que les chaînages sont tels que vous ne pouvez pas détacher, même si en même temps, il y a des marquages différents. Est-ce qu'il y a des liens entre certains clans, certaines ethnies de l'ouest du Cameroun et celles du centre? Bien sûr. Lesquelles? Les Batiers, par exemple, ont une composante Tinga. Les Batiers? Oui. Nganou? Les Bangantais. Les Bangantais. Oui. Les Bangantais sont des Yemvan. C'est-à-dire qu'ils ont une composante Yemvan qu'on appelle Yenganté. Yenganté. Les Yemvan sont les cousins des Etoudi, donc ce sont vos cousins. Les Bangantais sont les cousins des Yétudi? Oui, puisqu'il y a chez les Bangantais, il y a les Yenganté, qu'on appelle chez les Mbo et Kanté. Il y a donc une souche Yemvan. Incroyable.
Mais je n'ai même plus de questions parce que ça, je ne savais pas. Ah ben, vous ne savez pas. Bon, on ne sait jamais, il faut toujours apprendre. Et on apprend tous les jours. Donc les Banganté sont... Je ne dirais pas, ce serait un peu arbitraire, que tous les Banganté sont de souche Yonzan. Je dis qu'il y a une composante Yonzan chez les Banganté. C'est-à-dire qu'il y a à la base un groupe qui s'appelle Mbam. Ces Mbam, vous allez les trouver chez les Bamoun. Quand vous entendez Fumban, Fumban c'est Fembam. C'est-à-dire que le groupe qui va constituer les Bamoun, c'est quoi? Ce sont les Mbam. Et puis il y a donc les immigrés Tikar. Ces immigrés Tikar qui vont descendre et vont conquérir donc le pays des Mbam. Et au-delà du pays des Mbam, le pays d'Endop, qu'on peut dire entre guillemets, qui est une des composantes de ce que nous appelons sommairement les Bamileke. Le Ndop. Ndop, pour dire Bamileke, l'une des exceptions que les Bamoun, c'est pas Ndop. Alors, les Tikars sont partis là. Et ces Ndop, oui, vous allez les retrouver chez les Sawa, sous le nom Malobé, qu'on va trouver par exemple dans les clans Isubu, Imisolo. Konsamba. Non, Douala, quand je dis Douala, Douala est sa périphérie. Parce qu'il y a une composante, disons, qu'on appelle Suburu Misolo, qui est l'une des composantes de ce que nous appelons expéditivement les Douala. Est-ce qu'on ressent, est-ce qu'il y a les traces de ces mouvements migratoires dans les langues? Bien entendu qu'il y a les traces migratoires dans les langues, mais il faudrait justement avoir des moyens de recherche pour développer ça de manière systématique. Hein, il faudrait avoir ces éléments. Mais on peut retrouver des traces. Par exemple, il y a des mots et un langage commun. Si vous prenez un certain nombre de communautés du Nord-Ouest, pour dire vente, ils vont dire aboum, pour dire les dents, ils vont dire meçon, ainsi de suite. Justement, vous pouvez vérifier, parce que quand on dit ça comme ça, les gens pensent que on le dit de manière arbitraire. Il y a quelqu'un qui dit, demandez au professeur, ses sources, quelles sont vos sources, prof? Les sources sont multiples. Elles sont multiples. Il y a des travaux